Imhotep Beka Nefer ou Maître Nefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le cadem Jedef Raotep pour affronter encore une fois une des questions centrales dans l'actualité sur Kama en Afrique. Il s'agit aujourd'hui de ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement? En fait, il y a eu un problème au niveau des examens, donc pour les personnes qui passent le bac. Cette année, beaucoup d'élèves, environ 10 000, ont reçu un courrier disant qu'ils avaient fraudé à l'examen. Donc, non seulement ils auraient fraudé à un examen, et tous les examens qui sont passés, en fait, ont été annulés. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Et il y a eu des réclamations, les parents essaient de se regrouper. Mais la seule réponse qu'ils ont eue après négociation, c'est que effectivement, ils ont fraudé, donc leur examen est annulé, plus tous les examens qui sont passés, et ils sont interdits de repasser les examens pendant 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire ils sont interdits, ils sont bannis de Voilà. l'éducation, de la scolarisation, appelons-les scolarisation au lieu de l'éducation, pendant 5 ans. Et aujourd'hui, nous affrontons cet argument dans le siège de l'Académie de la culture noire kémétique. Nous sommes aujourd'hui en Écosse, dans la ville de Glasgow, pour signifier que l'Académie de la culture noire s'occupe aussi de l'actualité, de la mesure où nous en sommes, nous en sommes au courant de ce qui est en train de se passer sur Kama, en Afrique. Ces thèmes des étudiants, nous sommes en train de parler des jeunes gens qui ont entre 16 ans et 18 ans, pour la plupart, de 16 ans, 18 à 20 ans, c'est ça la moyenne. Ils font des examens de fin de l'année pour aller à l'université. Et il y a plus de 10 000 personnes à qui arrivent des courriers qu'ils avaient trichés. Dans un premier temps, pour qu'une personne soit reconnue tricheur, ça veut dire un voleur. Hein? Il y a la présomption de l'innocence. Aujourd'hui, les droits parlent de la présomption de l'innocence, c'est-à-dire on est innocent jusqu'à ce qu'il y a des preuves qui clouent la personne indiquée, la personne accusée. Et il n'y a pas plutôt la présomption de l'accusé, de la faute. Il y a la présomption de l'innocence. Et c'est-à-dire, ce sont des jeunes gens, plus de 10 000 personnes, qui reçoivent un courrier, c'est-à-dire qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit. Et même si on devait être arrêté en flagrant, l'annulation aurait valeur pour cet examen-là. Ça, c'est dans les cas où il y aurait flagrant, c'est-à-dire on est arrêté en train de tricher, on annule un examen, celui en cours, pas les autres ou pas ceux qui vont venir après. Ici, nous avons des jeunes gens, plus de 10 000 personnes, qui n'ont pas été arrêtés en flagrance, mais qui reçoivent une note sur laquelle ils auraient été tricheurs. Et il s'agit de plus ou moins 10 000 étudiants. Oui. Pourquoi pas tout le monde? Comment on a joué à la tombola pour savoir qui avait triché, qui n'avait pas réussi? Quelle est la norme? Il se base sur des copies Ils ont dit qu'ils avaient comparé les copies qui se ressemblent. Mais c'est-à-dire sur toute la Côte d'Ivoire, oui. Ils ont examiné les feuilles de tous les élèves qui ont fait les bacs en Côte d'Ivoire et ils ont trouvé 10 000 copies qui se ressemblent. Ça serait étrange parce que si c'était des bonnes réponses, ça signifie chaque fois qu'il y a examen et que 3 personnes ont la bonne réponse, ils ont triché. Mais la sanction est déjà tombée avant même de faire les comparaisons. C'est comme à un moment, ils ont dit qu'ils allaient mettre en face les témoins, donc les personnes qui étaient là ce jour-là pour surveiller, les policiers et les enseignants, de les mettre face à face avec les étudiants qui auraient triché. Mais la sanction est déjà tombée avant tout ça. Et nous parlons de 10 000 étudiants. C'est-à-dire il y a eu une pandémie dans la Côte d'Ivoire, 10 000 étudiants diffusés sur toutes les surfaces de l'étendue de la nation qui ont décidé de tricher. Ça, c'est une pandémie. Et il y avait, à tous ces cas, il y avait justement des témoins. Oui. Et bizarrement, il y a des élèves qui n'ont pas réussi les examens, qui ont juste réussi leur examen de sport, mais qui, eux, passent leur bac.
Donc, il y a des étudiants qui n'ont réussi en aucun. Mhm. Alors, on pourrait dire ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont été interdits d'éducation. Parce que pour réussir, s'il y a une question avec quatre questions ouvertes, une question avec quatre réponses ouvertes, et que la bonne réponse est A, si 150, les 50-90% des personnes trouvent A, ça dit qu'ils sont des tricheurs. C'est sur quelle base de normes qu'on décide qui est tricheur, d'autant plus que ceux qui ont échoué n'ont pas eu de bonnes réponses. Pourquoi ceux qui ont échoué n'ont pas de bonnes réponses, n'ont pas été tricheurs pour avoir échoué et avoir fait la même réponse? Parce qu'il y aura des gens qui ont répondu à la même mauvaise réponse. Mais eux aussi, on devait être annihilés parce qu'ils ont répondu à la même mauvaise. Parce qu'on peut aussi tricher et ne pas réussir. Oui. Et tout ceci semble très, très, très louche. Très, très, très louche. Et du moment où nous savons qu'il y a, nous sommes en train de le dire au niveau de l'académie, il y a une attaque. C'est pas qu'il y a une attaque, mais nous sommes arrivés à un point très dangereux dans la race noire. C'est-à-dire, nous sommes en train de réaliser que nous sommes attaqués sur tous les niveaux, partout où nous sommes. Et c'est un comportement de ces gens, parce que, essayons de comprendre ce qui est en train de se passer. On est en train de s'attaquer à la jeunesse. Ok? C'est-à-dire, on prend 10 000 personnes et on punit. Et pas qu'on punit, on sacrifie. Et ça, c'est un sacrifice. Et s'il n'y a pas réaction, eh ben, demain, ils vont faire ces 30 000. Demain, ils vont faire ces 50 000. Nous pourrons arriver à une paralysie complètement totale du système. Mais ce qui est en train de se passer à la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, nous sommes en train d'observer d'autres mécanismes. Au niveau de l'académie, nous avons le département de Alafia Et qui, lui, et les départements de la médecine de l'esprit. Et nous avons obtenu récit dans le traitement beaucoup de jeunes dans la République démocratique du Congo. Et nous avons noté un grand pourcentage de maladies étranges. C'est-à-dire des maladies, quand nous parlons de maladies de l'esprit, nous sommes en train de parler de situations catastrophiques au niveau des possessions, et des possessions démoniaques, spécialement autour de la vie des jeunes. Et encore là, nous avons affaire avec des jeunes dont l'âge varie entre les 18 et les 22 ans. Et en Europe, les enfants entre 18 et 19 ans sont tous en prison. Ils sont dans la délinquance. Le système éducatif est fait pour les mettre directement à côté. Et nous sommes en train d'analyser. Mais les combles, c'est deux éléments que je vais souligner. Un, nous pensons avoir des autorités en Afrique. Ça, c'est quelque chose que nous devons, pour pouvoir survivre ce qui est en train, ce qui va arriver au peuple noir, nous devons aller au-delà de ces concepts. Parce que les autorités africaines sont des autorités d'imposition coloniale. C'est-à-dire, il y a un esclavage qui est arrivé, une colonisation qui est arrivée, et nous signalons, c'est pas pour les États africains qui ont été colonisés, parce que ceux qui n'ont pas été colonisés ont été éliminés. Les colonisés sont les États qui se sont ont mis les genoux par terre. L'Afrique du Nord a été complètement vidée. Aujourd'hui, nous avons tous les gens qui ne sont pas des Africains, qui habitent l'Afrique du Nord. Pourquoi l'Afrique du Nord avait complètement été vidée? C'est-à-dire, on a procédé à l'élimination de tout le monde, comme nous l'avons vu en Amérique, en Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays des Noirs. Nous avons vu ça dans les moyens, ce qu'on appelle les Moyen-Orient. L'Afghanistan, ce sont des pays des Noirs, Irak, Iran et tout de suite. Nous avons vu ça dans le Pakistan et dans l'Inde aussi. Et là, les mécanismes est en train encore de s'enfoncer. Et l'instrument utilisé pour permettre tout cela, ce sont exactement ce que nous appelons les responsables, les leaders. En Afrique, tout simplement, ceux qui ont peut-être pensé vouloir faire les leaders dans les sens vrai ont été tout de suite éliminés. D'abord, il signalait que la France a éliminé plus de 23 présidents africains de 1960 à aujourd'hui. Les derniers, c'est Kadhafi. Donc, les systèmes, nous reconnaissons de l'autorité en Afrique à un système, aux représentants du prédateur. C'est-à-dire, la politique africaine, les présidents africains, pour la plupart, ce ne sont que des bergers engagés par une multinationale pour surveiller les grèges. L'objectif du grège, c'est lui d'être consommé
pas lui de servir à quelque chose d'autre. Et donc, cette attitude de soumission, nous allons le dire, et nous allons essayer un peu d'aller encore en profondeur. Nous avons vu avec tous les Noirs, nos frères noirs qui sont morts à Lampedusa. Ok? Avons-nous déjà vu un président d'Afrique prononcer des paroles douces pour commémorer ces morts-là? Jamais. 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 Quand Macron, Trump et tous ces personnages de la race aérienne nous insultent l'Afrique, il y a déjà quelqu'un qui parle, qui a répondu. Pratiquement jamais. Peut-être le président du Ghana, Nana Akufo, a eu tête à tête avec le président français par rapport à l'histoire de la FMI, de la Banque mondiale internationale. Mais si nous enregistrons cette petite épisode d'accrochage entre Nana Akufo, le président Nana Akufo et le président français, dans les derniers 60 ans, il n'y a absolument rien eu. Rien. On insulte, on maltraite, on tue les Africains, on en fait ce qu'on abuse, on vole, on terrorise. Mais si nous avons élu, si nous en Afrique nous pensons avoir le pouvoir d'élire des personnes qui sont là pour nous représenter, mais quand vous éligez quelqu'un pour vous représenter, ces deux personnes doivent vous représenter quand vous avez des problèmes. On engage un avocat quand on a un problème avec l'autre, c'est pour qu'il aille vous représenter. Mais quand vous avez un avocat et qu'on vous insulte dans les tribunaux, il ne dit rien. Est-ce que c'est un avocat qu'il faut payer? Absolument pas. Je ne pense pas. Dites-moi vous si je suis en train de raisonner. Mais nous éligeons des présidents, nous éligeons des ministres qui, quand nous sommes insultés, quand nous sommes abusés, ne disent pas un mot. Ils ne sont là que pour se remplir les poches des gros salaires. Mais on n'en a pas besoin. Et moi, je proposerai un vote au contraire, c'est-à-dire un vote de manque de confiance. On devait organiser à travers toute l'Europe, à travers toute l'Afrique, des votes de manque de confiance. C'est-à-dire, nous devons voir pays par pays, nous allons créer des poules pour élire. Nous allons nous présenter pour élire. Nous pouvons lancer ça même sur Internet. Sur Facebook, c'est possible. C'est-à-dire, organisons un pool où nous allons réélire, donner la confiance à nos présidents. Voyons voir si combien nous représentent. Et si nous les disdaignons, si nous ne les reconnaissons pas, ces pouvoirs, si nous leur lèvons cette représentation, parce qu'ils ne sont là que pour nous représenter, mais si nous leur lèvons cette représentation, qui deviennent-ils? Qui sont-ils? Rechutons sur le point de la Côte d'Ivoire. C'est un ministre qui a été élu pour servir le peuple. Mais condamner 10 000 étudiants à ne plus étudier pendant 5 ans, ce n'est pas ça servir le peuple. Mais lui, il a été élu pour servir le peuple. Alors nous demandons tout de suite une motion de confiance ou de marque de confiance. Voyons voir ces ministres-là. Combien de peuple de la Côte d'Ivoire lui accorde de la confiance? Parce que si nous votons une loi de manque de confiance, si nous pouvons récolter les signatures, toute législation gouvernementale contient une loi de référendum. Alors, par voie légale, si nous trouvons que ces personnes ne représentent pas, eh bien, lançons des référendums. Mais lançons des campagnes de référendum. Débarrassons-les, parce que nous devons, ces problèmes nous avons depuis la colonisation. Depuis la colonisation, nous sommes restés un pilier dans le mécanisme colonial pour lequel il y a la colonisation met quelqu'un sur la tête qui lui marche sur vos pieds, vous donne des coups de fouet et vous vous taisez. C'est vrai qu'on a un semblant d'indépendance. Alors, les situations sont les deux. Où nos systèmes gouvernementaux ne sont que des continuités de la colonisation et nous devons donc nous décoloniser d'eux. Okay? Parce qu'à ce moment-ci, si nous réalisons que nos processus, nos apparats gouvernementaux sont la continuité de la colonisation, alors c'est-à-dire nous devons rentrer tout de suite en guerre de décolonisation, en commençant par eux, parce qu'ils ils sont les représentants de la colonisation sur place. Donc nous rentrons tout de suite en guerre contre eux.
Si ce n'est pas le cas, et qu'ils sont les véritables représentants du peuple, c'est-à-dire c'est le peuple qui leur donne le pouvoir de gérer les affaires du peuple à leur place. Si nous leur donnons, si nous sommes, nous, le peuple de l'Afrique, à leur donner ces pouvoirs, c'est-à-dire nous avons aussi le droit de les révoquer, parce qu'il ne peut pas y avoir seulement le pouvoir d'être donné puis de ne pas révoquer. Tout contrat peut être interrompu. C'est-à-dire, là, nous parlons directement au peuple africain, des Kama, mais spécialement la situation d'un peuple de deux pays, la République démocratique du Congo et le Togo, et la Côte d'Ivoire. Si nous avons ces gouvernements-là, qui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, condamnent plus de 10 000 jeunes, injustement, à ne plus aller étudier. Au lieu de chercher à fuir en Europe, parce que c'est ça la volonté, on veut quoi? Les gens qui vont être riches, ceux qui ont les moyens, vont envoyer leurs enfants à l'école, payer, pendant qu'en Afrique on aurait payé 10 000 $ pour les études, ici les études coûtent 5, 7, 10, 12 000 $. Vous allez venir, 12 000 $ c'est juste pour les études, mais il faut y vivre. Et tout ça, ça coûte très cher, vous allez venir débourser 25 000 $. Après, quand vous avez fini les études, on vous sache tout de suite, vous finissez les études aujourd'hui, demain vous devenez immigré irrégulier. Et vous devez vous cacher. Personne ne vous offre le travail. Ceux qui n'ont pas les moyens vont se retrouver dans la pauvreté, ils vont se retrouver à vendre les noix de coco demain. Okay. Ça, c'est les choses que nous avons devant nos yeux. Disons-nous si nous sommes, disons-nous les contraires. Maintenant, le point est celui de remettre non en question cette décision, mais plutôt de remettre la légitimité de ces gouvernements. C'est parce que c'est le peuple qui a élu et à la place ce sont les jeunes qui... Les jeunes doivent être... comment on dit en français encore? Craints. Hein? Mes frères de la Côte d'Ivoire, les révolutions partout dans le monde ont été conduites par des jeunes dans l'âge entre 18, 20, 25 ans. Souvenez-vous de Thomas Sankara. Quel âge avait-il? Il n'avait pas 30 ans. Souvenez-vous de Idi Amin Dada. Souvenez-vous de Kwame Nkrumah. La liste est longue des noms. Des gens qui se sont levés. Mais ces gens-là n'avaient pas 40 ans, n'avaient pas 50 ans. La jeunesse d'un pays, c'est quelque chose qui doit être puissant, qui ne peut pas être menacé, qui ne peut pas être pris au piège par des petits personnages en carton. Mais la jeunesse doit pouvoir être réagir. Qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous sommes en train de voir maintenant à la Côte d'Ivoire? Ce sont les parents qui sont en train d'aller d'un ministère à un autre, à sensibiliser, à chercher recours. Non. Mais ça signifie que la jeunesse est complètement morte. Un habit est fait contre les jeunes, ce sont les parents, ceux qui ont 60 et 70 ans, qui vont aller faire recours. Parce que ces jeunes-là, en l'instant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les révolutions, quand Che Guevara, quand les commandants, Fidel Castro prend le pouvoir, c'est dans la vingtaine. Étudiez un peu l'histoire des révolutionnaires africains. Nous avons eu beaucoup de révolutionnaires. Tous ces grands révolutionnaires étaient autour de la vingtaine. Et tout leur mouvement est parti d'une injustice civique qu'ils ont refusée. C'est toujours, il faut un point de départ dans la révolution. Une injustice qui est refusée est le point de départ. Mais là, on voit une jeunesse qui est en train de rester derrière les parents. Non. Les parents ne peuvent pas vous défendre. C'est vous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, que vous devez vous lever. C'est à vous que je demande de remettre en question la légitimité du pouvoir de ces gouvernements, c'est-à-dire, après que les gouvernements aient fait ce qu'ils ont fait, les reconnaissez-vous encore comme légitimes devant vos yeux? Sinon, alors, il s'agit de voter selon la loi de la Côte d'Ivoire, un référendum de manque de confiance. Parce que cela ne peut pas simplement être accepté.
Je ne sais pas, Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec le constat que tu fais. Ça ne peut pas être appliqué sans qu'il n'y ait de réaction. Parce que c'est comme tu as dit, c'est comme un test qu'ils sont en train de faire sur un petit échantillon. Et petit à petit, ils vont repousser les limites jusqu'à ce qu'ils puissent faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire sans que personne ne réagisse. Ouais. Donc s'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut réagir avant de donner encore plus de pouvoir au système qui est en train de les écraser. Oui, absolument. Il y a, comme je dis au début, il y a une attaque qui est en train de se faire et ceci est en train de concerner l'Afrique entière. Nous avons parlé et nous continuons toujours de parler de la situation qui est en train de se voir partout en Afrique. C'est-à-dire il y a une guerre contre les Noirs. Il y a une guerre contre les Noirs et comme je viens de le dire, ce que nous appelons gouvernement, nous n'avons pas de gouvernement en Afrique. Kwame Nkrumah est arrivé avec la notion d'un vrai gouvernement pour les Africains et nous connaissons la fin qu'il a fait. Sankara de même. Et Lumumba, nous connaissons les sorts, dont les dents encore sont des possessions d'un Belge. J'ai cité 3 noms, mais la liste est longue. Comme je dis, la France est responsable d'avoir assassiné plus de 23 présidents africains de 1960 à nos jours. Et ceux qui sont comme des présidents aujourd'hui, les différents organismes, nous avons hérité de la colonisation, son système de fonctionnement au niveau de la police, au niveau de l'armée, au niveau des institutions. Les institutions que nous avons partout en Afrique ne sont que disons, les séquelles, même pas les séquelles, c'est-à-dire la représentation du modèle non occidental, mais du modèle colonial de gestion. Au point où, une preuve, c'est nous avons eu dernièrement Ouattara dire à la télévision que les francs CFA étaient une monnaie stable. Une preuve encore, je viens de les souligner, je l'ai dit quand nous avons commencé, chaque fois qu'il y a des problèmes qui arrivent au peuple noir, nous avons vu des vidéos de l'esclavage. Moi, je n'ai pas vu un seul président qui s'est levé, qui a demandé des explications au président de la Libye, ou bien de la Tunisie, ou encore du Maroc. Je n'ai pas encore vu. Nous avons vu des situations où on a tué des filles africaines au Pakistan. Nous avons vu, pendant que dans ces pays, il y a des ambassades des pays africains, nous n'avons jamais aucune demande d'explication, rien du tout. Mais quand Notre-Dame a brûlé, nous avons vu toute une longue queue des Africains venir apporter des millions de dollars pour reconstruire Notre-Dame. C'est-à-dire, cela est assez pour prouver que nos présidents sont, ce que nous appelons présidents, sont simplement des agents de l'impérialisme. Ils représentent l'impérialisme. Ils travaillent pour l'impérialisme. Bêtes que nous sommes, nous qui nous les prenons pour des présidents, quand on organise des élections, on pense être en train de voter. Non, parce qu'ils sont en réalité empointés, on se fout de notre gueule. Nous n'avons pas, en tant que Noirs, la simple dignité de l'être. Tout le monde, il y a un livre qui va sortir prochainement, écrit par moi, même, et les membres de l'Académie, dont le titre est en parlant comme un préservatif. C'est-à-dire, tous abusent de nous. Tous. Tous abusent de nous. Pour prendre un visa pour venir en Europe, tu dois payer des grandes sommes d'argent. On te dit, écoute, tu as besoin d'apporter tel dossier, et il faut payer telle somme. Tu vas apporter tous les dossiers, tu vas payer telle somme qui sont en général des grosses montants, $1000, $1500, $2000, et puis ton dossier va être rejeté. Mais quand ton dossier est rejeté, l'argent n'est pas remboursé. Et ça, c'est du vol. Il y a si une seule personne, un seul journaliste, un seul écrivain qui s'est levé à écrire quelque chose, jamais rien. C'est-à-dire, nous sommes restés avec la psychologie de l'esclavagisme tête basse. On est habitué à ce qu'on n'ait pas de mots à dire.
Nous avons vu une vidéo qui a fait rage que j'ai lancé sur Facebook ou dans une vidéo prise dans le Kenya où les prêtres étaient en train de fouetter les gens. Les gens, ça fait plus de 40 000 views. Tout le monde est en train de commenter, c'est indigné. Mais c'est un comportement que nous avons. Là, j'ai fait voir en image. Moi, je vais voir en image, on est en train de frapper. Mais nous recevons toujours des coups de bâton de l'Europe. Dans toutes les manières. Pourquoi ils peuvent abuser de nous et nous avons toujours la bouche fermée. Tout le monde peut abuser de nous. Et comment voulons-nous être respectables? L'Afrique dit pauvre, mais pour obtenir un visa pour voyager de l'Afrique jusqu'ici, les visas te coûtent 1000, 2000, 3000 $. Pendant qu'un Européen qui lui est reconnu être riche, pour aller dans ton pays, des fois il n'a même pas besoin de visa. S'il en a, ça lui coûte des dollars, 10 $, 5 $, 15 $, 20 $. Comment? Et on est là, chaque année, on essaye. J'ai connu des gens qui ont payé 20 000, 15 000 $ juste pour un visa. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et puis, il faut payer encore. Il faut payer encore. Et puis, quand vous avez payé, vous avez dépensé 15 000 $ pour les visas. Quand vous l'obtenez, finalement, il faut payer les tickets de l'avion. Quand vous payez les tickets de l'avion, et les visas que vous avez obtenus, c'est un visa de visite. Ce n'est pas un visa d'installation. Quand vous arrivez, après 30 jours, on veut que vous rentrez déjà. Et quand vous ne voulez pas rentrer, vous devenez un clandestin. C'est un clandestin sur lequel ils ont pris 20 000 $ plus le prix de l'avion. Tu vois? Et ça, c'est seulement un cas. Nous pouvons être là en parler des millions. Au niveau des universités occidentales, on vous fait venir de l'Afrique ici, l'université est gratuite pour ceux qui sont nés en Europe et les Européens. Mais quand vous venez de l'Afrique, vous payez 15 à 20 000 $. 20 000 $ pour une année d'études. 15 à 20 000 $ pour une année d'études. Ok? Dès que vous finissez, vous devez rentrer chez vous tout de suite. Ça dit 15 à 20 000 $, ça c'est ce que vous payez pour les études. Mais vous allez vivre pendant une année ici. Votre maison, tout ça, les études, vous allez investir 40, 50 000 $. Et puis, dès que vous finissez, coup de fouet, vous devez rentrer parce que vous devenez tout de suite illégal. Vous devez vous cacher dans les maisons. Vous devez travailler dans les noirs. Et pendant, on est là à se plairer de combien nous ne sommes pas aidés. Nous ne rendons pas compte de combien nous investissons chez eux. Et encore, sans continuer chaque année. Comment voulons-nous qu'on puisse nous respecter? Et réchitons encore, parce que nous sommes en train d'annexer ces points, sur les représentants politiques en Afrique. En tout cas, nous avons vu les révolutions de la primavera, c'est-à-dire du printemps. Ok? Quelqu'un nous a dit que ça commençait par Internet. Ok? Bon, nous allons mettre ça sous réserve. Mais, si les instruments Internet sont là, et que ça provoqué et disons, ça a provoqué une révolution qui a porté au départ de ce que nous connaissons, c'était pas vraiment comme ça. Mais nous avons Internet. Tout le monde est là aujourd'hui. Et pourquoi ne l'utilisons-nous pas pour commencer aussi une révolution maintenant guidée par nous-mêmes, par tous ces gens qui ne nous représentent absolument pas. Toute révolution commence toujours par une injustice. Une injustice de trop. Une goutte d'eau qui va faire, disons, renverser les pots. Peuple africain, sommes-nous en mesure de faire cela? Ou nous allons rester au fouet encore pendant longtemps? C'est une question auquel je pose la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, la jeunesse sénégalaise. Nous avons vu que le gouvernement sénégalais a accordé des terres à l'armée américaine. Jeunes Sénégalais, vous avez voté votre gouvernement pour qu'il puisse céder vos terres à l'armée américaine. Alors les choses sont deux. Ou votre gouvernement est une extension, c'est-à-dire est une réminiscence du système colonial, et donc il continue à fonctionner comme représentant de la colonisation, et comme représentant de la colonisation,
Ce sont ces maîtres qui s'imposent, c'est-à-dire les Américains s'imposent au Sénégal et le gouvernement n'a qu'à subir. Et par conséquent, on doit commencer une révolution tout de suite contre ce gouvernement-là parce qu'il est colonial. Ou bien, ce gouvernement, nous l'avons nous voté, à ce point, nous devons alors lui demander qui t'a donné l'autorité. Nous avons voté pour déterminantes choses. Hein, il y a un contrat quand on prend les pouvoirs. Hein, quand on prend la fonction, ce n'est pas les pouvoirs, c'est une fonction. C'est-à-dire, tu dois faire, tu es là président pour faire, pendant tant d'années, tu dois faire ça, ça, ça. Ils ont été votés par rapport à une mission que le peuple lui a confiée. Mais parmi cette mission, le peuple sénégalais, avez-vous, vous, écrit qu'il devait céder de la terre à l'armée américaine? Parce que si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire ce gouvernement-là a trahi son contrat n'est plus valable. Parce que quand il y a un contrat entre deux parties, du moment où l'un des parties sort du contrat, le contrat est complètement annulé, il ne vaut plus 5 ans. Vous n'avez plus à attendre 5 ans. Parce que le contrat, on appelle ça brèche du contrat, c'est-à-dire le contrat était interrompu parce qu'on n'a pas tenu, on n'a pas tenu aux conditions du contrat. Et c'est le même discours que je suis en train de faire à toute la jeunesse africaine. Les présidents ne sont pas des divinités. Les gouvernements, ce ne sont pas des divinités. Ce sont des personnes que nous avons nommées pour représenter. C'est-à-dire, ce sont nos envoyés. Ça, c'est dans la première cas où réellement nous sommes dans un monde démocratique. C'est-à-dire, nous avons un contrat avec eux. Ces contrats-là, nous devons les savoir. Jeunes Congolais, jeunes Gabonais, jeunes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, partout dans l'Afrique. Savez-vous les contrats que vous avez avec votre présidence? Avez-vous conscience de ces contrats-là? Il est là pour quoi? Pendant combien de temps? Il est là pour faire quoi? Et à quel moment êtes-vous en mesure de dire que, ok, vous n'êtes pas en train de faire ce que le contrat avait établi et donc nous retirons notre émotion de confiance? Avez-vous conscience de cela? Parce que si vous n'avez pas conscience de cela, c'est le moment de faire prendre conscience de cela. En commençant par la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas voté votre gouvernement pour condamner la jeunesse à la pauvreté, à la médiocrité. Et puisqu'il est en train de gérer ainsi, c'est-à-dire c'est à la population maintenant de prononcer, à la jeunesse, de prononcer une motion de manque de non-confiance. Internet est là. Nous pouvons organiser, les jeunes de la Côte d'Ivoire venons voter une motion de confiance ou de manque de confiance. Voyons, si cela est organisé et qu'à 65% on dit qu'on a confiance au gouvernement, alors les 10 000 personnes, les 10 000 jeunes restent à la maison, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, vous avez le peuple, comme dit le peuple est souverain. Le peuple est souverain, c'est-à-dire, le peuple a le pouvoir de retirer les pouvoirs, de changer les termes du contrat. Dit, ok, nous, ces contrats-là, nous ne les voulons pas, c'est bon. Vous pouvez partir. Nous avons besoin de l'opposition. Pouvoir, opposition, parce que tous ces deux partis-là sont nommés par les peuples. Ils sont tous bien payés. Et la personne qui les a nommés, ils sont en train de mourir de faim. Mais écoute, si on ne les nomme pas, c'était ce salaire-là nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ce système occidental qui n'a rien à voir avec l'histoire noire, avec notre histoire antique, avec notre authenticité. Mais nous pouvons nous avaloir des instruments. C'est-à-dire, il y a un contrat présidentiel, un contrat, un mandat. À ce mandat-là, il y a des conditions, des clauses. On doit pouvoir voir à l'intérieur. Quand les présidents, les membres du gouvernement ne sont pas en train de fonctionner en vigueur avec cette loi, ils perdent leur légitimité d'action tout de suite. Et ils doivent pouvoir obtempérer à ces ordres. La police est là pour protéger le peuple. Ce n'est pas ce que nous observons. L'armée est là pour protéger le peuple. Ce sont eux les violeurs et les voleurs. Alors nous sommes encore sous la colonisation. Et que les présidents que nous voyons là ne sont que des représentants noirs de la colonisation. Donc, parce que durant la colonisation, il y avait aussi une police coloniale.
Il y avait une armée coloniale. Et quand nous sommes allés en guerre de dépendance, nous sommes attaqués contre tous ces gens-là. Et donc, ils avaient maintenant ils avaient la peau blanche, maintenant ils ont la peau noire. Et nous devons nous attaquer aussi à ces systèmes-là. Nous avons des choix. Ou ce système est démocratique, et par conséquent le peuple est souverain, et donc nous devons voter une motion de manque de non-confiance. La notion de non-confiance ou référendum est prévue dans la législature de tout pays organisé. C'est-à-dire le peuple a le pouvoir de mettre fin à un mandat présidentiel même 3 jours après qu'il ait été signé. Parce que tout contrat dit que quand un des contraillants se tire derrière, c'est fini. C'est-à-dire il se tire derrière parce que l'autre n'a pas respecté les conditions du contrat. C'est bon, c'est fini. 2. La deuxième condition, et qui est pour moi la plus valable, c'est-à-dire ces gens-là ne sont que des représentants de la colonisation. Donc, notre guerre commence avec eux. Contre eux. Contre ce système-là. Et je mets en ligne tous les pays africains. Le Congo avec Félix Tshisekedi. Il n'a pas été voté par le peuple, il a été, là c'est un des cas les plus platéals, c'est-à-dire il a été mis là comme gardien dans son cas même cette mise en scène d'élection présidentielle n'avait même pas marché. Nous voyons qu'il est là, il n'est là que pour servir la colonisation. Et cela va avec tous les autres présidents que nous sommes en train de voir, et nous rentrons en pot avec ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et notre message s'adresse aux jeunes. Combien longtemps encore allons-nous continuer à prendre des raclées aux fesses par l'Occident colonial? Nous sommes sans dignités humaines. Dit à notre comportement de lâcheté. Tout le monde est en train de parler de sauver l'Afrique. L'Afrique a toujours été ce qu'elle était. On l'appelait Afrique, on l'appelait Kama, on l'appelait Kemet. Elle n'a jamais changé. Les mêmes arbres qui poussaient, nous les voyons, les animaux sont là. L'Afrique n'a pas changé, c'est les Africains qu'il faut sauver. Ceux qui sont en train d'être tués, ce n'est pas l'Afrique, ce sont les Africains qu'il faut être en train de sauver. Et dans une phase où on déclenche une offensive aussi puissante et directe contre les peuples noirs, c'est à cette phase ici que nous avons besoin de cette jeunesse. Et cette jeunesse, la jeunesse noire, doit apprendre à montrer les dents. Ou voulons-nous faire comme les vidéos du film de Kenya, continuer à prendre les coups de fouet sur le dos et remercier les prêtres, les colons de Tours qui nous donnent ce coup de fouet? Parce que c'est ce que nous avons fait pendant trop longtemps. Nous avons tellement fait pendant trop longtemps qu'il nous est devenu coutume de les faire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de décider à un futur. Qu'avons-nous décidé de faire? Continuer à être des esclaves ou devenir des hommes libres? Parce que la liberté passe par la révolution. Toutes les institutions de représentation coloniale doivent tomber. Utilisons les moments et les opportunités qui nous sont données par les créateurs pour rendre cela possible. Nous devons arriver à la désobéissance non citadine, mais la désobéissance coloniale, c'est-à-dire nous devons reconnaître nos institutions comme étant des pires et simples représentations de la colonisation qui s'est perpétuée en changeant tout simplement de couleur de peau. Mais les modèles de fonctionnement sont les mêmes, nous voyons. Les habits, ils ne nous représentent pas. C'est-à-dire, comment pouvons-nous élire des présidents et leur payer des dizaines, des centaines de milliers de dollars pendant qu'ils ne font pas leur travail? C'est quoi leur travail? C'est quoi le travail d'un président de la République? C'est gérer les pays. Est-ce que pouvons-nous dire que nos pays sont gérés? Selon les intérêts de qui?
Mais c'est le peuple qui est censé voter les présidents. On met un gouvernement, c'est-à-dire c'est pour son bien. On ne vote pas pour le bien du voisin. On vote un président pour son propre bien. Et donc, on peut tout de suite rendre compte de la mesure, de la bonté de ces contrats. C'est-à-dire, comment sommes-nous? Et si vous prenez, vous engagez une sentinelle, une garde derrière la maison, et vous rentrez, vous trouvez des voleurs à l'intérieur de votre maison. C'est-à-dire, les gardiens ne vaut rien. Et ces présidents ont un contrat avec nous. Et pouvons nous dire, c'est-à-dire pourquoi la notion de la présidence, nommons-nous les présidents juste pour goût parce qu'on a subi cette manière où nous comprenons c'est quoi le rôle de la présidence. C'est lui de premier lieu de défendre. Mais quel est déjà l'intérêt des personnes qui se présentent? Parce que si les personnes se présentent pour le bien de la population, ça veut dire qu'ils ont tous la même intention. Absolument. À ce moment-là, pourquoi quand quelqu'un essaye de prendre le pouvoir, les autres veulent le tuer si leur but est d'aider le peuple? Leur but réel. Ça veut dire que là, s'ils se battent pour tuer l'autre, c'est que c'est juste pour le pouvoir. Si tout le monde aurait un but commun pour le bien du peuple, je ne vois pas pourquoi ils s'entretueraient. Absolument. C'est juste parce que nous avons affaire à de la prostitution. Les prostituées se tapent dessus dès qu'un client se présente. Et les clients, c'est les colons. Et les candidats, ce sont les prostituées. Et donc, il faut tuer l'autre pour prendre la place. Encore là, c'est une psychologie de la colonisation que nous sommes en train encore de déraciner, de réaliser, de comprendre. Comprendre en réalité combien nous avons été conditionnés par les facteurs même de la colonisation. Et ce conditionnement est encore présent aujourd'hui de manière atroce, au point où nous voyons quelqu'un qui est en train de nous faire souffrir et nous l'appelons président, nous reconnaissons cela, nous disons nous ne faisons rien. Pendant que nous avons été, nous, à voter. Nous avons voté quelqu'un qui commence à nous faire souffrir. Mais c'est logique, si nous avons voté, nous avons élu, nous pouvons délire. Ça a un contrat. Les contrats prévoient toujours une interruption du contrat, les moments où les éléments du contrat n'ont pas été considérés, mais nous n'arrivons pas à ces moments-là. Parce que là, on ne vote pas vraiment pour la fonction de la personne. C'est comme si on vote pour donner le pouvoir à la personne. Parce qu'une fois que la personne est en place, il n'y a personne qui peut le déloger, sauf si c'est des personnes qui sont de l'Occident, comme on l'a vu d'ailleurs pour le président Gbagbo. On a pu le déloger comme on voulait, personne n'a rien dit. On l'a enfermé en prison en Europe, personne n'a rien dit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie. Oui, encore là, ça rentre à appuyer ce que je disais. Gbagbo a été arrêté non parce qu'il a travaillé mal vers le peuple de ces pays-là. Gbagbo a été arrêté parce qu'il n'a pas suivi les indications données par les personnes qui avaient mis à cette place-là. Il y avait des indications qui avaient été données. La même chose pourquoi Lumumba avait été tué, parce qu'il n'a pas suivi les indications du protocole belge. C'est une des raisons. Lumumba avait été tué parce qu'il n'avait pas salué le roi des Belges pendant une présentation. Et ça dit, en ce moment-là, qu'est-ce que nous reconnaissons? Nous devons reconnaître, nous devons ouvrir les yeux devant une réalité atroce, mais nous devons avoir le courage de les connaître, c'est-à-dire nos organes gouvernementaux, police, armée, tous ne sont que des continuités de la colonisation. Et les nègres, c'est-à-dire les esclaves des maisons, ont été mis à la place. Et comme ce sont des esclaves des maisons, ils se font la guerre entre eux pour être mis à côté des maîtres. Et pour ça, ils sont libres à tout. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas de président. Nous n'avons pas un gouvernement qui travaille pour les pays. Nous avons un gouvernement qui est plutôt intéressé à travailler pour les maîtres. Et c'est ce système-là que nous devons déloger. Et
justement pour contenir ce système-là, il faut s'arranger que la population ne soit pas grande. Il faut s'arranger que les jeunes ne soient pas très instruits parce qu'ils vont comprendre. Il faut éliminer une grande partie de la jeunesse et ceux qui sont éliminés, il faut les maintenir dans l'ignorance. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune loi juridique qui peut reconnaître cette manœuvre selon laquelle les gens ont triché et puis on va annuler tous leurs examens et leur interdire de tout processus scolaire pendant 5 ans. Il n'y a aucune loi, même en enfer, qui irait de qui accepterait une chose de ce genre. C'est-à-dire, nous avons encore là, moi j'ai pari que derrière cette action, nous avons l'Union européenne, encore une fois. C'est un moyen de détruire le peuple à la source. Exactement. C'est que beaucoup de gens ont vu, et ça c'est nous allons affronter cette partie, beaucoup de gens ont vu ce qui est arrivé au Rwanda. Beaucoup de gens ont vu le Rwanda se faire reconstruire. On pensait que voilà, Kagame est en train de voler l'argent des minéraux congolais pour se construire un pays. Mais la charte coloniale dit les pays africains, les biens depuis 1985, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État, c'est-à-dire à l'État colonial. Et du moment où nous avons des gouvernements qui sont une continuité de la colonisation, à qui appartient les sols et les sous-sols? Aux colons. Aux colons. Et comment pensez-vous que maintenant, les colons vont venir faire la guerre au Congo pour voler l'or? Ou bien les colons qui impriment l'argent, ils vont venir voler l'or en Afrique pour aller acheter avec, les vendre et se faire de l'argent. Mais s'ils impriment l'argent eux-mêmes. S'ils impriment l'argent eux-mêmes. Kagame n'a aucun droit à part des miettes sur tout ce qui est au Congo. Le Congo, depuis 1885, a ses propriétaires. Les Belges, le roi Léopold, qui a été financé par l'Allemagne. L'argent venu de l'Allemagne. L'argent venu de l'Allemagne pour financer Léopold, c'est l'argent des Hébreux, des Juifs. Telle est la mathématique. Là, on se bat, non, Kagame. Non. Tout simplement, c'est que l'argent qui a servi à construire Rwanda, c'est l'argent venu de l'Occident. Des investissements occidentaux qui sont en train de se construire leur propre quartier en Afrique quand ils vont venir occuper. Et qu'est-ce qu'a fait Kagame? On a tué toute la jeunesse. Tous les voyous qui avaient, tous les gens sans maison, tous les enfants abandonnés avaient été tués. On repousse, plus on construit, plus on repousse les autochtones dans des zones très limitées. On est en train de reconstruire les favelas du Brésil. Et ce n'est pas seulement au Rwanda, au Congo, avec la cité du fleuve. Nous avons des étendues de kilomètres qui ont été construits, mais les peuples n'ont pas assez d'argent pour habiter là-bas. Ils ne sont pas habités. On s'est dit, mauvais investissement, non. Les Occidentaux vont venir s'habiter. Et que plus on construit, on est en train de voir ça au Kenya, dans beaucoup de pays africains, on est en train de voir l'afflux des investissements occidentaux pour reconstruire les maisons Gardka avec les modèles occidentaux. Ce n'est pas avec les modèles chinois. Ou les modèles russes, les modèles occidentaux. Et ces maisons sont vides parce que leurs propriétaires vont venir s'habiter. Et plus on est en train de repousser le peuple. Et c'est à cette réalité que nous devons nous buter. Et nous devons répondre. Si nous voulons vraiment nous survivre encore. En fait, le problème c'est que les gens n'arrivent pas à se mettre... à se rendre compte de la réalité dans laquelle on est en fait. Non. Parce qu'on n'a pas conscience du malheur de ce qu'on est en train de vivre. On pense que c'est la norme et qu'il y a mieux ailleurs. Parce que le rêve occidental nous a bien été vendu aussi. Et ceux qui sont en Occident, qui viennent souffrir ici, quand ils retournent au pays aussi, ils vont faire comme si ils sont bien installés en Europe, que c'est la fête. Donc c'est ce mythe-là aussi qu'il faudrait essayer de briser quelque part.
Le mythe doit être brisé absolument. Et nous allons le faire dans un second, dans une autre émission, dont nous allons affronter ce thème-là de manière particulière. Aujourd'hui, nous avons voulu rappeler la jeunesse africaine. Cette émission s'inscrit dans le cadre des alertes sur les tropiques. C'est-à-dire, et nous sommes appuyés sur ce qui est en train de se passer dans la Côte d'Ivoire. On est en train de corrompre la jeunesse pour détruire le pays. Et cette corruption est organisée par les agents coloniaux à travers les instruments qui sont présents, c'est ce qui sont les éléments, disons les institutions. Et nous avons voulu pointer que les institutions gouvernementales en Afrique n'ont jamais représenté les peuples africains, ne l'ont jamais fait. Ils ont plutôt servi, comme toujours, de miroiter l'expérience coloniale. Et comme récompense, ils sont payés avec de larges salaires qui n'ont rien à voir avec ce que les peuples font. Et là, ils sont là pour souffrir les peuples. Mais, en fait, continue l'expérience coloniale. Ceux qui ont un peu de moyens se transfèrent en Occident, où ils viennent souffrir comme ceux qui sont restés en Afrique. Et donc, vous voyez, le destin est vraiment, je ne voulais pas dire difficile, mais entre les mains de la jeunesse africaine, les révolutions ont toujours commencé par les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de commencer une révolution. Et j'ai dit, nous de l'Académie de la culture noire, si vraiment la jeunesse africaine a besoin vraiment conquérir sa liberté, le premier point, c'est organiser des référendums, des signatures pour remettre en question les pouvoirs des autorités que nous avons connus. Si ils sont tels, si ils sont et ils ont été votés par le peuple a le devoir de les rappeler à l'ordre et de leur lever leur confiance. Quand la confiance du peuple a été perdue, les pouvoirs tombent. Si ce n'est pas le cas, et donc nous ne sommes pas en mesure de les faire, c'est-à-dire nous sommes sous colonisation perpétrée par ces personnes-là, par ces institutions-là. Et donc maintenant, de ce point de vue-là, notre démarche est celle de la décolonisation. Et les ennemis ne sont plus les colons que nous avons connus une fois, ne sont plus les colons des livres, ce sont les colons que nous avons devant nous. Ceux qui sont dans les institutions. Et ce message s'adresse à toute l'Afrique noire, d'Ouaneche. Nous allons conclure cette présentation dans l'Alerte sur le tropique du titre Corruption de la jeunesse africaine, Côte d'Ivoire, en nous retournant vers le Créateur et en prononçant les phrases de pouvoir. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, awu, kwaura, manketipa erura.